fois. Et voilà. Bonjour à tous, donc je suis Eugénie Ordonneau, le webmaster de Officeni. Et aujourd'hui, pour le projet Esprit, Cœur et Corps, on accueille Fabienne pour nous parler de My Happy Job, qui va nous parler du télétravail. À toi, Fabienne. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue et merci de partager ce temps avec nous. Moi, je suis Fabienne Broucaret, je suis la fondatrice d'un site qui s'appelle My Happy Job, qui est dédié au bien-être au travail et à la qualité de vie au travail. Donc moi, j'ai lancé ce site fin 2016, donc il y a bientôt 4 ans, ça fera 4 ans en fin d'année. Et en fait, les thématiques qu'on traite depuis 4 ans ont un écho un peu particulier en cette période de crise parce que nous, on aime parler de travail, mais je dirais de manière positive et en essayant de trouver des solutions. C'est-à-dire qu'on va parler des nouvelles manières de travailler et on va s'intéresser à la qualité de vie au travail au sens large et on va essayer de partager des bonnes pratiques, des témoignages, des conseils, des actualités pour permettre au plus grand nombre d'être bien au travail, de bien travailler à l'échelle individuelle, mais aussi collectif. Et quand on parle des nouvelles manières de travailler, forcément, le télétravail, depuis quelques années, on en parle de plus en plus. Et je dirais qu'avec le confinement, ce qui est particulier, c'est qu'on est en télétravail à temps plein et que ce n'est pas forcément choisi et voulu comme peut l'être le télétravail normal, mais ça nous contraint à travailler 5 jours sur 5, voire plus pour certains, en télétravail avec une équipe et une entreprise qui est complètement à distance. Donc, l'idée de ce temps d'échange, ça va être au maximum de partager à la fois vos expériences, vos témoignages, vos questions. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de fonctionner en 2 temps. Moi, je vais vous présenter, on verra combien de temps ça va prendre, mais 10 conseils qui me semblent fondamentaux pour bien télétravailler. Et ensuite, on laissera un large temps aux questions-réponses et je pense qu'on peut beaucoup aussi apprendre des expériences des uns des autres. Donc, plus ce sera interactif, je pense, plus ce sera sympa pour avoir le maximum de retours et du coup de partage d'expérience. N'hésitez pas, si pendant que je parle, vous avez vraiment un point que vous voulez évoquer en particulier, si au point numéro 3, vous voulez apporter votre témoignage à ce moment-là ou poser une question approfondir, vous levez la main comme Eugénie vous l'a montré, puis on prendra votre question en cours de route, il n'y a pas de problème. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Alors déjà, ce qui me semble important de comprendre dans cette période, c'est qu'on ne vit pas un télétravail normal. Comme je vous le disais, on est en télétravail à temps complet. L'OMS recommande normalement en période classique, hors coronavirus, que l'on travaille en télétravail 2 jours par semaine, 2 à 3 jours maximum, pour qu'on puisse bénéficier les autres jours de notre bureau, de notre équipe, de tout ce qu'on a besoin de faire au travail, et notamment quand on a besoin d'être avec ses collègues et d'interagir de manière plus efficace qu'à distance. Donc aujourd'hui, la période est particulière forcément parce qu'on est 5 jours sur 5 en télétravail, parce que ça a été très soudain. Il a fallu s'organiser en quelques jours et pour certaines entreprises, revoir complètement les process. Et ensuite, quand on est en télétravail, c'est généralement quelque chose qu'on a voulu. Là, pour certaines personnes, ça a été plutôt un choix imposé et subi. Donc, on a beaucoup de contraintes qu'on n'a pas habituellement en télétravail. On est aussi dans une période qui peut être très pesante pour les gens et on ne réagit pas tous de la même manière. Ça aussi, c'est important de l'avoir en tête. Il y a une étude, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, d'Empreinte Humaine, qui explique qu'il y a un peu plus de 40% des salariés qui sont en détresse psychologique, notamment chez les télétravailleurs. Et ça s'explique notamment par le climat qui peut paraître anxiogène, avec la crise du coronavirus, les incertitudes. Mais aussi, ce qui est important, c'est tout ce que peut le télétravail à temps plein peut aussi nous engendrer. C'est-à-dire, je m'explique, il peut y avoir de l'isolement, il peut y avoir des mauvaises conditions de travail parce qu'on travaille de chez soi et pas avec tout le confort qu'on peut avoir au travail. Et vous l'aurez sûrement remarqué dans votre quotidien, on n'a pas les mêmes collègues que d'habitude. C'est-à-dire qu'on peut avoir nos conjoints, nos conjointes et aussi nos enfants. Ce qui complique forcément la donne puisqu'on n'a pas que notre travail, entre guillemets, à penser toute la journée, mais aussi pour certains et certaines, j'imagine, l'école à la maison et plein d'autres choses qui viennent se greffer à notre journée de travail classique. Donc, ce n'est pas du télétravail classique et ça nous demande de nous ajuster en permanence. Donc, il y a certaines entreprises qui étaient habituées au télétravail, qui avaient déjà des process peut-être clairs sur la manière de bien travailler et manager à distance. Pour d'autres, il a fallu composer et depuis 1 mois et demi, on ajuste peut-être toutes les semaines au fur et à mesure, on apprend, on expérimente et c'est comme ça qu'on va réussir à trouver la meilleure organisation possible.
Il y a aussi, pour pas mal de monde, je ne sais pas s'il y en aura, parmi vous, pour qui le télétravail, c'est nouveau. Il y a une enquête assez intéressante qui vient de sortir de chez Assess First, qui montre que le confinement a permis, entre guillemets, ou a obligé, 2/3 des personnes à expérimenter le télétravail et elles n'avaient jamais fait de télétravail avant. Donc pour 2/3 des gens qui télétravaillent actuellement, le télétravail, c'est complètement nouveau et découvrir le télétravail en période de confinement, ça c'est pas forcément évident et comme je vous le disais, ça peut engendrer des expériences totalement différentes. Pour se rendre compte un petit peu que ma réalité à moi au quotidien n'est pas forcément la vôtre, ni celle de pareil que de celle de vos collègues. Je participais à une émission la semaine dernière sur RTL et on avait des témoignages. C'était très intéressant de voir qu'en 3 témoignages, on avait 3 témoignages complètement différents. Vous aviez une première personne qui était ravie parce qu'elle était déjà habituée au télétravail. Elle télétravaillait 2 jours par semaine avant. Elle mettait 1h30 le matin et le soir pour aller à son travail et elle avait une fille, mais de 18 ans, donc qui pouvait gérer. Donc pour elle, en fait, là, c'était juste royal parce que les process étaient déjà en place. Elle avait plus de temps pour elle, pour faire son travail et tout allait bien. Vous aviez une maman qui, du coup, avait 2 enfants et qui s'en sortait très bien jusqu'à la moitié du confinement. Après, son conjoint a repris le travail. Donc, elle s'est retrouvée toute seule à télétravailler avec ses 2 enfants. Et là, ça commençait à devenir beaucoup plus compliqué. Et enfin, vous aviez un célibataire qui travaille dans l'informatique et qui, lui, se retrouvait au quotidien à ne plus du tout avoir le matériel qu'il a au travail. D'habitude, il travaille avec 2 écrans et tout ce qu'il lui faut. Là, il se retrouvait chez lui avec en plus les contraintes qu'on peut avoir aussi tous, c'est-à-dire que les voisins du dessus qui se mettaient à faire de la perceuse quand il était en conf call, etc. Donc, du coup, pareil, lui, c'était assez compliqué de découvrir le télétravail dans ces conditions-là. Donc, tout ça pour vous dire que votre télétravail, c'est aussi, je pense qu'on a tous des expériences très différentes et il faut en avoir conscience et essayer de s'ajuster, s'adapter un petit peu en permanence. Et au-delà de s'adapter, mon premier message, ce sera de déculpabiliser. Parce que comme je vous le disais, on n'est pas en période normale, on a l'école à la maison à gérer, on a aussi peut-être des gens malades autour de nous, on a un contexte et des incertitudes qui peuvent nous faire peur ou nous stresser. Donc, c'est de déculpabiliser parce que forcément, on ne va pas pouvoir être efficace exactement comme quand on est au travail, je dirais, dans une période où tout va bien et où la vie n'est pas ce qu'elle est actuellement. Donc, il faut aussi déculpabiliser de vous dire si vous n'arrivez pas à vous faire vos 8 heures de travail par jour, si vous en faites déjà 5 et que vous arrivez à bien mener à bien les priorités que vous êtes fixées dans la journée, c'est déjà très bien. Donc, il faut revoir, chacun accepter qu'on n'est pas Wonder Woman, on n'est pas des super-héros et qu'on fait voilà, tout ce qu'on peut et c'est déjà pas mal. Donc, du coup, je dirais le premier message, c'est vraiment d'essayer de se dire non, on n'est pas dans des conditions normales et non, je ne peux pas faire mon travail exactement comme il y a un mois et demi, comme il y a 2 mois. Je vois dans les commentaires maman solo avec 2 ados au secours, où le télétravail est nouveau pour moi. J'imagine en effet que pour certains, et on aura l'occasion d'en discuter, les situations ne sont pas forcément évidentes, donc il ne faudra pas hésiter à partager pour qu'on puisse vous aider au maximum. Mon deuxième conseil est plus pratique, c'est-à-dire que pour vous organiser au quotidien, je pense qu'une des clés, c'est de séquencer vos journées. Il est très important de ne pas démarrer votre journée en vous disant bon, on va voir comment ça se passe et adviendra que pourra. Moi, mon truc pour réussir en tout cas à travailler avec 2 enfants de 3 ans et demi et de 6 ans et demi actuellement, c'est de séquencer mes journées en blocs. C'est-à-dire qu'avant qu'ils se réveillent, j'essaye de travailler alors, entre une demi-heure et 1 heure, selon à quelle heure ils se réveillent. C'est-à-dire que les jours où j'ai prévu de travailler 1 heure, vous êtes sûr qu'ils se réveillent généralement 15 minutes après. Et à l'inverse, les jours où je me suis dit je ne prévois pas beaucoup, là, ils dorment 1 heure, donc j'ai beaucoup plus de temps devant moi. Donc, du coup, séquencez vos journées et dites-vous que vous faites des blocs. Même si c'est un bloc d'une demi-heure, c'est toujours ça de gagner, c'est déjà très bien. Vous fonctionnez par bloc en disant là, j'ai une demi-heure, je fais travail. Après, je m'occupe par exemple de mes enfants ou je prends du temps pour moi. Ensuite, je me bloque de 10h à midi, là, si je peux, travailler. Et comme je vous le disais, si c'est des blocs d'1 heure, de 30 minutes, de 45 minutes, c'est déjà ça. Entre ces blocs, pour ceux qui ont des enfants, il faut forcément prévoir du temps pour, du coup, l'école à la maison quand vous en avez. Vous n'allez pas pouvoir faire les devoirs à vos enfants en soirée. Donc, du coup, c'est de réussir dans ces blocs-là, de vous dire, je dégage 30 minutes, 40 minutes pour faire la leçon avec le petit deuxième ou pour avancer avec mon aîné. Donc, vos journées, en fait, il faut vraiment faire des blocs comme des Legos et les saucissonner au maximum. Vous allez vous rendre compte qu'à la fin de la journée, vous allez quand même réussir à travailler peut-être 4, 5, 6 heures, mais vraiment par bloc et pas tout d'un coup comme d'habitude de 9h à 17h. Donc ça, c'est une stratégie qui marche bien. Mais pour qu'elle marche bien, il faut que vous ayez en tête vos priorités. Ça, ce serait mon troisième conseil, de vous faire des priorités à la semaine et à la journée. Qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qui est vraiment urgent et important?
On a tendance à tout vouloir gérer à la suite sans forcément hiérarchiser, ce qui fait qu'on a des to-do list généralement à rallonge et qu'on est déprimé parce qu'on a coché que 2 cases sur 10 à la fin de la journée. Donc du coup, essayez de vous mettre 3 à 5 priorités par jour. Si vous avez des grosses tâches, il faut les décomposer en petits objectifs et vous les répartissez sur toute la semaine selon les délais, bien évidemment, que vous avez. Et je dirais que ça va vous permettre à la fin de la journée d'avoir quand même la sensation d'avoir accompli des choses et de regarder votre to-do list en disant j'ai pu avancer sur tel point et vraiment de mesurer ce que vous avez réussi à faire. Pour hiérarchiser du coup votre to-do list, vous pouvez soit fonctionner avec une to-do list classique et de mettre en haut de la liste les 3 ou 5 points essentiels, ou sinon pour ceux qui veulent essayer, je ne sais pas si vous connaissez par exemple le mind mapping, mais ça peut être une carte un peu visuelle où vous mettez au centre, par exemple, je dois faire ma réunion. Si vous tapez sur internet mind mapping, vous allez trouver plein d'exemples. Vous mettez au centre votre mot-clé et après vous avez comme un arbre ça part, si vous voulez, comme un arbre avec des branches et ça va être vos sous-tâches qui vont partir de votre priorité, la tâche clé au quotidien. Ça va vous permettre cette carte un peu visuelle ou cet arbre, si vous voulez, d'avoir des blocs, par exemple, peut-être enfant, école, vie pro d'un côté et à chaque fois de mettre vos priorités. Donc ça, à vous de voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour vous au quotidien. Une fois que vous avez ces objectifs-là, ça va vous permettre de rester motivé. Si vous avez des objectifs qui sont complètement irréalisables et trop importants, du coup, vous allez forcément vous décourager parce que vous allez avoir l'impression d'avoir très, très peu avancé par jour. Si vous découpez comme ça en morceaux avec vos priorités en tête de liste, vous aurez beaucoup plus l'impression d'avancer. Ensuite, ce qui me semble important, c'est aujourd'hui notre relation au digital. Forcément, comme on est à distance, on est beaucoup plus branché sur nos téléphones, sur nos ordinateurs portables, on fait des zooms, vous avez peut-être des groupes WhatsApp avec votre travail. Donc, c'est comment on gère le digital. Le digital, en ce moment, peut être un formidable outil. Je trouve que notre visio en est la preuve en ce moment pour créer de nouveaux liens et du coup interagir à distance. Ça peut aussi être une source de fatigue et de surcharge, je dirais, cognitive et mentale ou en tout cas une source d'épuisement. Si vous restez H24 connecté à vos mails, si vous restez avec un groupe WhatsApp où vous avez des notifications de vos collègues matin, soir et week-end. Donc, du coup, c'est de trouver le bon équilibre. La situation va être différente si vous êtes à votre compte, si vous êtes manager, si vous êtes salarié dans un grand groupe, dans une petite PME, ce ne sera pas pareil forcément au quotidien. Ce qui est important, c'est de communiquer sur les règles individuelles et communes. Par quel canal on communique quand c'est urgent? Ça va peut-être plutôt le téléphone. Au lieu d'envoyer 10 mails sur le même sujet, on va peut-être s'appeler, ça ira plus vite. Le groupe WhatsApp, ça va peut-être être plus pour des conversations informelles, pour remplacer les pauses qu'on ne peut pas faire, garder un peu du fun, du convivial, de l'humour et garder un contact un peu plus proche avec vos collègues. Donc, c'est vraiment définir ensemble les règles. Et après, là encore, selon les entreprises, vous avez des entreprises où on partage les agendas où on voit clairement, ou dans les réponses de mail en ce moment, moi j'ai beaucoup de gens, je suis connectée de 10h à midi, vous me verrez connectée le mardi et le jeudi et pas les autres jours. Donc comme ça, au moins les choses sont claires et les gens savent comment et quand vous contacter. Parce qu'il est important clairement de vous ménager du temps, on y reviendra pour vous, et de ne pas être esclave de votre téléphone portable H24 parce que regarder ses mails à 23h, ça peut être source de stress, ça peut être vous empêcher de bien dormir après. Donc, c'est vraiment de réussir à avoir des temps où on est connecté et des temps où on est déconnecté. Ensuite, ce qui peut être aussi important quand on travaille, quand je vous parlais des blocs tout à l'heure de une demi-heure, 1 heure ou 2 heures, c'est que ce soit des vrais temps pour vous de travail. C'est-à-dire que vous pouvez peut-être mettre vos notifications en pause pendant ne serait-ce que 20 minutes pour pouvoir avancer sur une tâche de fond. Quand on est au travail, on a besoin de concentration. On se trompe quand on croit qu'on est multitâche et qu'on se dit qu'on va réussir à faire une conf call, je ne mets pas la vidéo, donc je peux faire autre chose en même temps, vous ne serez pas attentif et ce ne sera pas efficace. Donc, du coup, je dirais que dans ces blocs-là, ce qui est important, c'est de faire une chose après l'autre, plutôt que de vouloir tout gérer en même temps, de vraiment dédier, par exemple, vous voulez commencer la journée avec une demi-heure pour traiter vos mails, et ben vous faites ça à fond. Après, la boîte mail, on la ferme pendant 1 heure et on n'y revient pas, en tout cas en continu. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'être interrompu, je dirais, constamment, parce que vous allez mettre quelques minutes pour vous remettre dans vos travail. Et tout ça, au fil de la journée, ça va être forcément du temps qui est perdu. Ensuite, le temps off est important. Votre cerveau, si vous y reste connecté toute la semaine, notamment avec le digital, vous allez être en surchauffe et en épuisement assez rapidement.
Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on a débuté le confinement, on ne savait pas pour combien de temps on était parti. 15 jours, un mois et demi, 2 mois. Or, c'est pas, on se rend compte que ce n'est pas un sprint, que le but du jeu, ça ne va pas être d'être super efficace pendant une semaine et après de s'épuiser. Ça dure. C'est même amené à continuer après le 11 mai, puisque du coup, le télétravail va continuer au maximum après le 11 mai. Donc, je dirais qu'il faut voir ça plutôt comme un marathon sur lequel il faut le tenir. Donc, plutôt essayer aussi de vous ménager au fur et à mesure de ces semaines-là. On aura l'occasion d'y revenir sur les temps de pause et les temps pour soi. Ensuite, quand on parle de télétravail, c'est travailler chez soi, mais c'est où est-ce qu'on travaille? Parce que ça aussi, avec l'école à la maison, entre les enfants qui travaillent dans les chambres, dans les bureaux, où est-ce que j'arrive à m'isoler? Alors, je dirais qu'en temps normal, vous avez plein de belles règles sur le télétravail, ou même on va vous expliquer en mode feng shui comment mettre votre bureau, etc. Ça vaut en temps normal, quand il n'y a pas la maison qui est pleine à craquer ou un petit espace, des gens qui n'ont pas forcément une pièce dédiée pour travailler. Là, je dirais ce qui est important, c'est de vous créer votre bulle. Même si c'est un bureau aménagé dans votre buanderie ou si c'est votre chambre qui vous permet de vous isoler, eh ben, c'est déjà ça. Même si on déconseille de travailler dans sa chambre au maximum, mais de réussir à avoir des coins pro et perso, mais actuellement, ce n'est pas forcément possible. Mais par contre, essayez au maximum de vous isoler et du coup d'avoir un temps où vous êtes dans votre bulle. Ça peut être aussi un casque avec de la musique comme au bureau, mais vraiment de vous créer un environnement qui soit propice au travail et dans lequel vous vous sentez bien au maximum. C'est pas forcément facile de délimiter en ce moment la vie pro et la vie perso. Quand on travaille et qu'on voit la pile de linge qui s'accumule ou quand on voit que si ça n'a pas été fait à la maison, c'est tentant de vouloir là encore tout faire. Il faut accepter, là, quand je parlais tout à l'heure de déculpabiliser, il faut aussi lâcher prise et si la lessive attend ce soir ou ce week-end, et ben, elle attendra ce soir ou ce week-end. Mais vraiment essayer de vous ménager des temps et de vous dire quand je suis au travail, ben, j'essaye pendant cette demi-heure-là de ne faire que ça et du coup de ne pas tenir compte, je dirais, au-delà de l'environnement au-delà. Alors pour les mamans en solo et les papas en solo, on aura l'occasion de partager des astuces, mais ça va être peut-être de trouver les activités dans lesquelles vos enfants sont les plus autonomes pendant que vous voulez avoir une demi-heure de temps. On pourra aussi parler des écrans, les mettre devant la télé ou l'ordinateur toute la journée n'est pas la solution, mais vous avez aujourd'hui plein d'applis qui sont passées gratuites, plein de programmes éducatifs qui vous permettent d'avoir un bon usage des écrans et vous, pendant ce temps-là, d'avoir de l'autonomie aussi. Donc je dirais c'est tout ce qui va vous permettre, vous, d'avoir des temps, même minimes, mais en tout cas pendant lesquels vous pouvez vous isoler. Ensuite, quand on est au travail, on a beaucoup de rituels. Quand vous repensez à vos journées de travail classiques, vous vous préparez, vous avez le temps de transport, vous arrivez au bureau, vous buvez un café avec un tel. On aime bien les rituels, on aime bien les habitudes. Donc l'idée, ça va être aussi, du coup, de vous recréer ces rituels, de continuer à se préparer le matin, de pas forcément passer toute la journée, tout le temps en pyjama, parce que ça n'aide pas à se motiver. Mais vraiment aussi, si ça vous fait plaisir de commencer la journée avec un café à distance avec vos collègues, bah, ça va vous motiver aussi. Donc, de réessayer en tout cas de vous recréer des habitudes. Vous avez peut-être déjà calé des rendez-vous avec vos équipes le mardi à telle heure et c'est comme ça toutes les semaines. Tout ce qui existait un petit peu avant et qui rythmait vos semaines, ça vous aidera si vous le continuez. Si vous aviez un after work, ben, vous essayez de vous faire un petit quelque chose à distance avec les collègues, vraiment d'essayer d'avoir vos routines, vos rituels. Avec le bémol que les choses évoluant comme elles évoluent avec beaucoup d'incertitudes, vous allez peut-être être amené chaque semaine à revoir ça, mais en tout cas, c'est important d'avoir ces habitudes-là parce que notre cerveau aime bien quand on a aussi des journées un petit peu routinières, on travaille mieux que si on change perpétuellement son organisation. Donc, du coup, essayez d'avoir des rituels matin et soir qui peuvent vous permettre de rythmer vos journées. Ça peut être aussi tout simplement à la fin de votre journée, fermer l'ordi et le laisser dans une pièce où vous ne le voyez pas. Enfin, que vous ayez cette sensation de fermer la porte du bureau, même si c'est virtuel, mais en tout cas, que vous ayez vraiment l'impression de couper et pas de continuer à être au travail en permanence et que le travail s'invite chez vous en permanence. J'ai commencé tout à l'heure à en parler, le temps de pause est essentiel. Alors, vous ne pourrez pas forcément prendre 1 heure de pause le matin, 1 heure l'après-midi. Par contre, il y a des méthodes très efficaces. Je ne sais pas si vous connaissez par exemple la méthode Pomodoro, qui est très facile à mettre en place. C'est 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Ces 5 minutes-là de pause, elles vont vous faire du bien parce que votre cerveau a besoin de s'aérer, de s'oxygéner, ne serait-ce qu'aller vous faire un thé ou un café, marcher chez vous et hop, vous revenez après devant votre ordinateur. Vous verrez que vous réfléchirez mieux que de rester non-stop 2 heures devant votre ordinateur où là, non, c'est pas ça qui sera le plus efficace. Quand vous avez fait 3 à 4 fois une demi-heure, si vous arrivez à faire par exemple 2 heures de travail, là, vous vous accordez plutôt 20 minutes de pause pour vraiment essayer de décrocher.
Pendant ces 20 minutes de pause, les écrans ne sont pas une pause qui va vous faire du bien, donc vous essayez de laisser votre téléphone portable et d'aller faire quelque chose qui vous plaît. Si vous avez la chance d'avoir un jardin, bah, vous mettez le nez dehors. Si vous avez envie de prendre un bon livre, et ben, vous prenez le livre. Pour ceux qui on en parlait tout à l'heure, se sont essayés à la sophro et à la méditation pendant le confinement. Bah, vous pouvez essayer de refaire 1 ou 2 exercices que vous avez testés lors de conférences. Enfin voilà, tout ce qui peut vous faire du bien. Je vous le disais, hein, boire un thé, un café, c'est déjà bien. Voilà, tout ce qui peut vous permettre du coup de déconnecter, même 5 minutes, ça vous fera du bien parce qu'on n'est pas fait pour travailler de 9h à 18h en non-stop et encore moins dans des conditions comme celles d'aujourd'hui. Donc les pauses, c'est pas du temps de perdu, c'est du temps qui vous fera du bien. Et au-delà des pauses dans la journée, c'est aussi important d'avoir du temps pour vous. Parce que quand on regarde les semaines en confinement, on arrive à avoir du temps pour le travail, on arrive à avoir du temps pour ses enfants, on arrive à avoir du temps pour appeler ses proches, mais on s'oublie aussi. Donc essayez dans votre agenda de caler des choses qui vous font plaisir. Alors, loin de moi l'idée de vous dire d'avoir des plannings de fou, parce qu'on a aussi un peu l'impression avec tout ce qui se met en place et qui est très bien, qu'on a un emploi du temps qui est surchargé et on n'arrête plus entre, je ne sais pas, la cuisine à faire le soir, mon cours de yoga, ma méditation, mon cours de sport ou de danse à distance et on se recrée comme ça beaucoup de contraintes. Donc, votre maître mot pour le temps pour vous, ça doit être le plaisir. Du coup, vraiment, qu'est-ce qui vous fait du bien? Si vous avez envie de tester, d'expérimenter des nouvelles activités, bah, très bien. C'est aussi le moment peut-être de tout ce qui va être loisirs créatifs, voilà, tout ce qui peut vous faire du bien et qui va vous aider aussi à retrouver de la créativité, à vraiment vous faire sortir de rester devant l'ordinateur en permanence. Quand on ne trouve pas une solution à un problème, ne serait-ce que d'aller marcher 5 minutes en bas de chez vous, dans la limite des règles autorisées en ce moment, mais peut vous faire du bien. Tout ce qui va vous permettre un petit peu je dirais, de changer dans votre journée et de casser un petit peu le rythme que ordinateur, travail et de ne faire que ça. Donc vraiment, trouvez-vous les activités qui vous font du bien et abusez-en et préservez autant que possible 1 ou 2 jours de repos, que ce soit le week-end ou un jour en semaine si c'est comme ça que vous fonctionnez. Mais des jours aussi où vous oubliez le travail et où vous pensez voilà, à vous, parce que si vous travaillez non-stop, vous allez forcément vous épuiser et vous allez sortir du confinement vraiment avec, je dirais, de la réserve d'énergie en moins. Je disais tout à l'heure, quand vous faites votre to-do list le matin, vous pouvez faire aussi le soir, en parallèle de cette to-do list, votre did list, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez réussi à faire. On est très fort, notamment en France, pour pointer du doigt qu'est-ce que je n'ai pas réussi et je suis nulle, j'ai pas été au bout et j'ai pas bien travaillé et un peu comme à l'école, hein, on pointe les erreurs. On a beaucoup plus de mal à voir qu'est-ce qu'on fait de bien. Donc félicitez-vous aussi à la fin de la journée. Et ben j'ai réussi à faire mon travail, assisté à une vidéo, j'ai avancé sur tel dossier et ben c'est déjà bien et je suis fière de moi. Et ça fait du bien aussi de se le dire et de se le rappeler. Et vous pouvez faire, vous connaissez sûrement Florence Servan-Schreiber avec les 3 kiffs par jour, son livre qui avait cartonné il y a quelques années. L'idée, c'est aussi de trouver, par exemple, 3 choses que vous avez aimées dans votre journée de confinement. 3 choses qui vous ont fait, alors kiffer, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas que vous avez apprécié. Ça peut être un fou rire avec un collègue, une visio, ça peut être quelque chose avec vos enfants. Et c'est un rituel que je vous conseille aussi de faire avec vos enfants. En fin de journée, non, tout n'est pas noir, même en confinement. Pensez à 3 choses que vous avez particulièrement aimées, 3 choses qu'eux aussi ont aimées dans leur travail, à l'école, dans les activités que vous leur avez proposées. Et ça fait du bien. Et vous verrez que c'est une gymnastique au début, c'est un petit peu un entraînement parce qu'au début, on se dit non, ma journée, il n'y a rien qui a été. Et on se rend compte qu'il y a des petites choses quand même qui vous ont fait sourire et qui vous ont fait du bien. Donc, c'est 3 kiffs par jour. Essayez, si vous y arrivez tous les jours, c'est génial en fin de journée. Et puis sinon, ne serait-ce qu'une fois par semaine, c'est déjà pas mal. Et demandez à vos enfants alors si vous leur demandez les 3 kiffs, ça va être un peu dur, mais demandez-leur 3 choses qu'ils ont aimées dans leur journée et vous verrez qu'ils vont après vous surprendre et trouver plein de choses. Et la liste sera longue. Et enfin, je dirais dernière chose, c'est pour moi d'expérimenter, de profiter de cette période de confinement pour essayer des nouvelles choses et aussi pour remettre en cause votre propre organisation. C'est-à-dire que pour vous donner un exemple concret, moi je suis partie au début du confinement en mode un peu warrior. Je vais me lever à 6h, 6h30, travailler 2 heures avant que mes enfants se lèvent. Comme ça, au moins, j'ai fait ce que je voulais de boulot. Après, je m'occupe de mes enfants pendant 2-3 heures. Mon conjoint prend le relais, je retravaille. Et ça me faisait des journées en fait à rallonge où je retravaillais l'après-midi, je me réoccupais d'eux. Et puis le soir, comme j'avais pas exactement tout fait, je reprenais. Donc je me couchais plus tard que d'habitude, je me levais plus tôt que d'habitude. Et en fait, je n'arrêtais pas beaucoup dans la journée. Donc ça, en fait, on tient une semaine.
on est content, hein, on fait Superwoman une semaine et puis le week-end, on est claqué et on se dit que ça va pas être possible comme ça pendant un mois et demi. Donc, du coup, c'est de réajuster et de voir qu'est-ce qui vous convient. Si vous êtes plutôt du matin, du soir. Donc, moi, au lieu de me lever à 6h, 6h30, je me lève plutôt à 7h, 7h30 comme je faisais avant. Ça me permet quand même de travailler un peu avant que mes enfants se lèvent, mais pas 2 heures comme au début du confinement. Donc, du coup, je dirais essayer de réajuster un petit peu en permanence, de tester. Ce qui marche pour moi ne marchera pas forcément pour vous et ainsi de suite. Mais en tout cas, d'essayer de vous trouver l'organisation qui vous va le mieux. Et vous verrez que c'est comme ça qu'après, au fil du temps, vous allez vraiment réussir à trouver la bonne organisation qui vous convient. Et cette bonne organisation va être challengée à partir du 11 mai parce que vous allez peut-être avoir un mode de travail encore différent avec plus de télétravail que d'habitude, mais 1 ou 2 jours où vous revenez au travail. Donc, du coup, essayez en permanence de voir un petit peu comment réajuster pour que ça vous convienne et que ce ne soit pas source de stress et d'épuisement pour vous. Voilà un petit peu moi les choses qui me semblaient importantes. On a partagé pas mal de témoignages sur My Happy Job d'entreprises qui avaient déjà mis des choses en place sur le télétravail et qui avaient notamment appris beaucoup de choses avec les grèves qu'on a eues en décembre où ils ont eu déjà des périodes de télétravail pour certains de 1 mois ou de 6 semaines, voire plus, parce que les gens ne pouvaient pas venir travailler à cause de la grève des transports. Ce qui leur sortait, il y avait 3 points de vigilance au niveau je dirais, d'une équipe. Veiller à ce que les gens ne s'isolent pas. Parce que je parlais des gens qui ont des enfants, mais il y a aussi 1/5 à peu près actuellement des télétravailleurs qui sont seuls chez eux. Donc, du coup, c'est aussi veiller, ça c'est aussi le rôle du manager. Quand on fait un point, ne serait-ce qu'au téléphone 5 minutes, de voir le moral des troupes, de voir comment ça va, de voir les gens qui se sentent isolés et peut-être de trouver de nouvelles manières de communiquer tous ensemble et de veiller à ce que certains ne se sentent pas tout seuls. Il y avait l'ergonomie. Parce que travailler de chez soi, forcément, on travaille de manière, pour certains, moins confortable qu'au travail. Donc, de veiller aussi à votre dos, à vos yeux. Pour ça aussi, le temps de pause est important. De maintenir de l'activité physique. Ça paraît bête, mais on a beaucoup parlé de, sans vouloir faire, vous préparer au marathon dehors, à faire votre heure de jogging tous les jours, mais ne serait-ce que bouger dans votre appartement ou dans votre maison, faire une session de yoga, vraiment essayer de retrouver un petit peu de mouvement, monter et descendre les escaliers, ce que vous voulez. Normalement, l'OMS préconise 6 000 pas par jour. Ça peut être un peu dur en période de confinement, mais essayez en tout cas de profiter de vos 5 minutes de pause ou quand vous êtes au téléphone, et vous marchez aussi. Tout ça va vous faire du bien et va aussi faire du bien à votre corps parce qu'on ne travaille pas bien si on ne prend pas soin non plus de son corps. Et enfin, je dirais dernière chose, c'était, on en a parlé, le surinvestissement, de veiller à ne pas en faire trop longtemps parce que vous allez tenir un temps, mais après vous allez vous épuiser. Et c'est aussi les risques. On parle de plus en plus de burn-out parental, de burn-out pendant le confinement. Donc, il faut avoir ça en tête et tout ce que vous pouvez faire en prévention en termes d'alimentation, de sommeil, de temps de pause pour vous ménager est vraiment important. Donc, c'est aussi de s'écouter. Si vous avez plus de maux de tête que d'habitude, si vous avez plus de fatigue, si vous vous trouvez moins en forme, une micro-sieste après manger, vous n'aurez pas vos collègues qui vous regarderont comme dans l'open space. Donc, profitez-en et faites-vous 10 minutes, un quart d'heure de micro-sieste. Donc, vraiment, essayez de prendre soin de vous parce que sinon, sur la durée, ce sera compliqué de tenir. Voilà un petit peu mes points importants. Et puis après, alors, je voyais que le chat a été très actif. Donc, si vous voulez, je vais prendre un petit peu le temps de regarder le chat avec vous. Alors, du coup, maman solo avec 2 ados, les chefs nous épargnent pas, ils sont exigeants et pas contents. Du coup, ça, c'est aussi des réflexions à avoir. Alors, en effet, si les managers sont bienveillants ou pas. Dans les témoignages qu'on avait eus, il y a des managers qui sont très intelligents et qui ont conscience que les parents qui travaillent ne peuvent pas faire, comme je le disais, le même travail que d'habitude, mais qu'à l'inverse, toute heure travaillée est toujours ça de prix et en moins pour les autres collègues par rapport à quelqu'un qui serait arrêté. Donc, du coup, c'est aussi mettre dans la balance vis-à-vis de ces chefs-là entre quelqu'un qui travaille peut-être même moins longtemps que d'habitude, mais qui travaille quand même, par rapport à quelqu'un qui serait en arrêt total. Donc, du coup, je ne sais pas dans quelle mesure le dialogue est possible avec ces chefs-là. Est-ce qu'ils sont eux-mêmes, parce que c'est aussi intéressant de voir, est-ce qu'ils sont eux-mêmes concernés, comment eux ont des enfants ou pas, parce que du coup, si on n'a pas la même situation, on ne se rend pas forcément compte non plus. Et comment gèrent vos collègues, c'est-à-dire est-ce que c'est des choses que vous pouvez aussi faire remonter de manière collective, parce que j'imagine que vous n'êtes pas forcément le ou la seule concernée dans l'équipe, et comment vous pouvez faire remonter les infos, comment vos collègues s'organisent, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à prendre aussi de chez eux, et comment peut-être votre N+1 ou 2 du coup gère cela et qu'est-ce qui vous est proposé. Donc, n'arrivez peut-être pas en bloc, je dirais, il n'est jamais bon de tout de râler sans solution, mais par contre, si vous avez des solutions à apporter, n'hésitez pas, c'est peut-être ça aussi qui passera, de dire
je ne peux pas faire ça, mais par contre, je peux m'organiser pour travailler plus tôt ou plus tard, ou je ne peux pas travailler de 11h à midi parce que je dois m'occuper de ma fille ou de mon fils, eh ben, je peux faire ci ou ça. Donc, je dirais essayer toujours d'avoir un plan B, une solution à apporter, et généralement, le ou la manager sera peut-être plus en difficulté de râler si vous avez une solution à apporter derrière, de manière individuelle ou concertée avec vos collègues. Alors, c'est bien. En effet, alors le temps pour réfléchir et écrire, je suis tout à fait d'accord. Alors par rapport au bloc, en effet, le temps de réflexion, c'est là où ce qui peut être intéressant, c'est de vous dire, alors moi par exemple, quand j'écris des articles, pour vous donner un exemple concret, j'aime bien avoir mon temps de recherche, mon temps où je vais aller chercher mes infos à droite à gauche, faire des interviews de préparation, et après mon temps de rédaction. Ça, en temps normal, c'est quelque chose que j'arrive à faire sur une demi-journée, toute seule comme une grande, en un bloc de 4 heures. Là, j'arrive pas à avoir mon bloc de 4 heures. Donc, je saucissonne. C'est-à-dire que je fais mon temps de recherche, de réflexion, de plan, etc. Le matin, par exemple, pendant 1 heure. Et l'après-midi, quand je retravaille, ben, je rédige. Donc, là encore, c'est un peu mon conseil de tout à l'heure, c'est vraiment d'essayer de saucissonner tâche par tâche. C'est-à-dire que mon objectif global, c'est de rédiger mon article. Et ben, je vais le découper en micro-tâches qui va être la recherche d'infos, hop, une demi-heure, le temps de réflexion, une demi-heure, et l'après-midi, la rédaction. Et dans l'idéal, si j'ai le temps, je relis le lendemain matin après une bonne nuit, hop, et le lendemain, je relis, et voilà. Donc, vraiment, essayez de découper au maximum vos tâches. C'est comme ça, en tout cas, qu'on peut être efficace. Alors, par rapport à la direction, par rapport au temps avec les enfants, du coup, je dirais là encore, voyez comment, parce que j'imagine, comme je vous le disais, que vous n'êtes pas toute seule concernée. Est-ce qu'il y a des accords qui ont été passés? Est-ce qu'il y a des choses aussi, peut-être, alors selon la taille de votre entreprise, avec les syndicats, avec les représentants, allez voir s'il y a des choses qui ont été décidées. Après, je dirais que ce qu'il faut faire comprendre aussi, réussir, c'est pas forcément évident à faire comprendre aux managers, c'est que mieux vaut manager avec des objectifs, et si vos objectifs sont tenus, je dirais que c'est là le principal, plutôt que de manager à la présence, comme dans un open space classique, et comme on le fait beaucoup encore en France avec le présentéisme, plutôt que d'attendre de quelqu'un qui soit présent H24 la journée, il vaut mieux qu'il soit connecté quand il peut, mais de manière efficace. Donc, je dirais que tout dépend de la marge de manœuvre que vous avez avec votre manager et vos dirigeants. Et après, essayez de aussi mettre en avant ce que vous réussissez à faire, et qu'il y a des choses qui ne sont pas négociables non plus. Quand on a l'école à faire à la maison, vous n'allez pas faire les devoirs de vos enfants à 20h, à 22h quand vous avez fini, vous, de travailler. C'est juste pas gérable. Donc, du coup, c'est mettre dans la balance les contraintes, les compromis que vous êtes prêts à faire, et en même temps que les compromis doivent être dans les deux sens. Mais je veux bien des retours, du coup, quand on échangera de vive voix ou des questions. Ça m'intéresse s'il y en a qui veulent bien après lever la main pour partager justement comment ils gèrent avec leur manager, avec les enfants. Je sais que dans certaines entreprises, il y a de l'agenda partagé, et il est clairement indiqué 10h enfants, midi, enfin de 10h à 11h, j'ai les enfants, et c'est tout. Mais encore faut-il en effet que votre direction l'accepte et le voit ainsi. Donc, du coup, vive, si vous avez des partages d'expérience là-dessus, on pourra en parler avec plaisir. Les patrons ont beaucoup de mal à faire la part des choses, surtout quand on est à temps partiel. Mon temps partiel est devenu un temps plein. Alors, j'imagine, il y a beaucoup d'entreprises, on en parle beaucoup, où le chômage partiel n'est pas forcément respecté, et où, en effet, on demande aux salariés de travailler à temps plein. Là encore, si ça prend des proportions trop importantes, n'hésitez pas à vous rapprocher des syndicats, des représentants syndicaux, à ne pas rester isolé dans cette situation, à voir si vous avez d'autres collègues qui sont à temps partiel, du coup, de voir un petit peu comment pour eux ça se passe. Et si vous êtes clairement à temps partiel, je dirais que la loi est pour vous et derrière vous. Mais encore faut-il, en effet, j'imagine que la pression ne soit pas trop forte au quotidien. Donc, je dirais que tout dépend aussi dans quel type d'entreprise vous êtes. Si vous êtes dans un grand groupe ou une petite entreprise, ce n'est pas forcément la même communication et les mêmes informations. Donc, je dirais que ça m'intéresse après qu'on en discute un peu plus voilà, un petit peu plus concrètement. Le sketch note, oui, c'est comme le mind mapping testé, c'est-à-dire prendre vos notes de manière un peu plus visuelle plutôt que de tout écrire. Ça peut être aussi un bon moyen. Alors, ils ne veulent rien entendre et utilisent notre situation perdue contre nous. Alors, j'imagine. C'est Marie qui avait dit maman solo avec 2 ados Oui. au secours.
Après, alors, je dirais qu'il y a, alors selon l'âge de vos enfants, si vous dites ado, plus ou moins de 16 ans, mais je dirais qu'après, en dernier recours, si ça devient impossible pour vous de travailler tout en vous occupant de vos enfants, il y a jusqu'au 1er mai l'arrêt maladie pour s'occuper d'enfants. Et à partir du 1er mai, ça se transforme en chômage partiel. Donc ça, je dirais que c'est vraiment si votre entreprise ne veut rien entendre. C'est peut-être à mettre dans la balance aussi, de dire si je ne peux pas m'occuper de mes enfants, bah, j'ai ça comme dispositif et je l'utiliserai pour voir si ça change le discours ou pas. Et ensuite, 11 et 13 ans, bah, vous rentrez dans le cadre des enfants, du coup, où vous pouvez vous arrêter. Alors, selon la situation, bah, si vous êtes en solo, oui, où vous pouvez avoir un arrêt de travail, du coup, pour vous occuper de vos enfants. Après, je ne sais pas si dans votre entreprise, vous êtes toute seule qui êtes concernée comme ça, mais ce serait bien de voir avec les autres qui sont dans le même cas que vous pour voir comment vous organisez peut-être à plusieurs et pour pas vous aller de front contre votre chef et de voir un petit peu qu'est-ce qu'on vous propose concrètement. Toujours écoute, enfin, je vous disais tout à l'heure d'apporter des solutions, mais que eux aussi vous trouvent des solutions dans ces cas-là si c'est pas si ce que vous proposez ne leur convient pas, qu'ils essayent du coup, de voir un petit peu qu'est-ce qu'eux peuvent vous proposer. Alors, par rapport à la directive, c'est valable jusqu'au 1er mai. En 1er mai, ça se transforme en chômage partiel. C'est-à-dire que si vous avez des enfants dont vous devez vous occuper à partir toujours après le 1er mai, ce n'est plus un arrêt de travail, c'est du chômage partiel. Donc, renseignez-vous aussi voilà, les conditions de chômage partiel dans votre entreprise. Mais du coup, ça s'est prolongé, en tout cas jusqu'au 11 mai, mais plus sous la forme d'un arrêt de travail, mais sous la forme de chômage partiel. Donc, je dirais qu'il faut se renseigner aussi voilà, un petit peu plus sur le côté un peu plus légal. Est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la parole, lever la main pour partager un petit peu ou poser des questions? Il y a Rosette qui a décidé en unilatéral ou en accord avec son entreprise. Du coup, alors pour moi, si votre entreprise, je pense qu'elle est obligée si vous êtes dans la situation, si vous reprenez les textes, vraiment qui ont été posés, si j'espère, je ne pense pas dire de bêtises, mais pour moi, si vous êtes par exemple maman solo avec un enfant de moins de 16 ans ou 2, vous rentrez dans le cadre de la loi pour, l'arrêt de travail pour s'occuper de ses enfants ou le chômage partiel après à partir du 1er mai et là, votre entreprise n'a pas son mot à dire, c'est pas à son bon vouloir, c'est, la situation qui fait que et par contre, là où l'entreprise a tout intérêt pour moi à vous aider avant, c'est-à-dire que pour elle, enfin, je pense que pour l'entreprise, vaut mieux que vous travailliez même moins que d'habitude, mais que vous soyez là, que vous fassiez votre travail et que du coup tout le monde avance, même si ça vous demande des aménagements, même si ça demande de travailler moins, plutôt que d'être en effet du coup mais ça, j'ai envie de dire, s'ils sont conciliants avec vous, du coup, tant pis. Et il ne faut pas hésiter. Et c'est quelque chose, on me confirme, c'est de droit. Vous n'avez pas forcément, voilà, enfin, c'est votre décision et ils n'ont pas le droit d'y mettre leur veto. Alors, et en plus, alors, merci beaucoup. Donc, je suis la seule, mes parents ayant le Covid, dont ma mère en réa. Je gère tout et mon chef me tombe dessus non-stop. Moi, je pense que enfin, après, voilà, je pense qu'il y a un moment, il est aussi important de s'arrêter pour pas vous épuiser, surtout si en plus d'avoir vos enfants à gérer, vous avez votre maman en plus, je dirais, qui a des difficultés et qui est malade. C'est pas une honte de s'arrêter. Vaut mieux s'arrêter 15 jours et revenir après dans de bonnes conditions ou un mois après, voir comment tout ça évolue. Peut-être qu'après le 11 mai, vous aurez d'autres moyens de faire garder vos enfants, peut-être dans les proches. Mais non, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de la stigmatisation de l'arrêt et que vous êtes dans votre bon droit. Enfin, c'est surtout ça qui est important et qu'il faut vous préserver vous. Après, moi, je pars du principe qu'il n'y a aucun travail qui mérite qu'on sacrifie sa santé, son bien-être, sa santé mentale et physique, et ce qui est important aujourd'hui, plutôt que d'être dans la course à la performance pendant le confinement, c'est aussi de prendre soin de soi. C'est-à-dire qu'on ne va pas en sortir indemne. Quand je vous donnais tout à l'heure l'étude d'un Français sur 2 quasiment en détresse psychologique, il y a des conséquences vraiment importantes sur je dirais, le moral de chacun et il faut pas minimiser ça. On est dans un contexte qui n'est pas forcément évident. Donc, je dirais vraiment essayer de vous préserver au maximum. Alors, le télétravail et la motivation. Comment rester motivé en télétravail? Alors, je dirais que c'est différent si vous êtes dans le cadre d'une entreprise où vous allez avoir peut-être quand même les liens avec vos collègues, des objectifs communs qui vont vous aider à avancer.
pour rester vraiment motivé, ce que je vous disais, c'est vraiment d'essayer d'avoir des missions chaque jour et pas d'avoir une to-do list à rallonge ou des objectifs trop importants qui vont vous démoraliser. Ensuite, essayez d'avoir du plaisir, enfin des choses qui vous plaisent et des choses plaisantes tous les jours. De ne pas avoir une journée où vous traitez que de l'administratif qui vous gonfle péniblement, mais d'avoir des temps où vous avez voilà, des choses créatives qui vous font du bien. C'est peut-être un peu différent pour les indépendants, les freelances ou les structures où l'activité est un peu à l'arrêt parce que du coup, on n'a pas forcément la source de motivation qui est là. C'est peut-être de faire des choses que vous rêviez de faire en temps normal, mais que vous n'aviez pas le temps, des tâches de fond. Je ne sais pas, pour certains, ça va être refaire leur site, leur com, leur marketing, tout ce que vous n'avez pas le temps de faire d'habitude, essayez de vous y pencher. Essayez de voir aussi si ça peut vous motiver, de voir un petit peu l'après 11 mai. Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place? Qu'est-ce que vous pourriez développer? Qu'est-ce que cette crise peut-être peut vous apporter aussi dans votre activité professionnelle? Qu'est-ce que vous pourriez en tirer dans les nouvelles manières de travailler? Si vous êtes, par exemple, il y a beaucoup de conférenciers qui arrivent maintenant à faire leurs conférences en webinar à distance et qui se disaient il y a encore un mois ou deux que ce n'était pas du tout possible. Donc, je dirais vraiment essayer d'avoir des choses qui vous motivent, des choses sur lesquelles vous n'aviez pas forcément le temps de travailler avant. Et vraiment, pour moi, du coup, Elisa confirme, se fixer des objectifs par demi-journée, c'est pas mal, avoir la fierté d'y être arrivé. En effet, je pense que la démotivation naît aussi du fait que quand on a trop de choses à faire, qu'on ne sait pas par où commencer, on procrastine, et du coup, on n'arrive pas forcément à s'y mettre, ou alors on s'éparpille, on lance plein de choses et au final, on avance dans rien. Donc vraiment, petite tâche par petite tâche, du coup, c'est pas mal. Et de prendre le temps de vous féliciter, d'entretenir la motivation à la fin de la journée. Parce que du coup, la motivation, c'est aussi de réussir à l'entretenir de semaine en semaine, ce qui n'est pas forcément évident. Et après aussi, la motivation, je dirais de manière un peu plus générale, ça va être des choses la motivation est très personnelle. C'est-à-dire ce qui va me motiver moi n'est pas forcément ce qui va vous motiver vous. Donc vraiment de trouver aussi qu'est-ce qui va réussir vous à vous donner envie de travailler aujourd'hui, à vous donner envie de vous y mettre. Est-ce que ça peut passer par appeler une collègue avant pour être dans la dynamique et l'entretien? Enfin, ça peut être faire quelque chose à distance avec quelqu'un au lieu de faire que de l'échange de mails. Vous faites une visio d'1 quart d'heure, 20 minutes. Voilà. Qu'est-ce qui vous ferait du bien? Qu'est-ce qui vous donnerait l'énergie un petit peu d'avancer? Voilà. Et après, la motivation, pour certains dont l'activité a été à l'arrêt, ça a été comment je peux aider les autres? Qu'est-ce que je peux mettre en place qui va peut-être en parallèle de mon activité, me booster, me faire me sentir utile. On est beaucoup en ce moment, on reparle beaucoup du sens au travail, de comment chacun peut être utile. Et je suis persuadée que du coup, chacun selon nos compétences, Eugénie est développeur à la base et là, du coup, donne un coup de main sur Zoom, etc. C'est tout ce que chacun, on a des compétences qui, du coup, peuvent être utiles au plus grand nombre en ce moment. Donc, de voir un petit peu comment vos compétences peuvent aider peut-être une association à distance qui aide les soignants en ce moment. Enfin voilà, qu'est-ce qui peut vous donner de l'énergie et vous motiver à vous lever le matin? Alors, on en est sur le matériel de travail pour télétravailler. Ordinateur, imprimante, connexion internet. Que dit la loi? J'ai été obligée de trouver en urgence un autre ordinateur avant de continuer à travailler car le mien m'avait lâché. Ce n'est pas très agréable comme situation parce que j'avais peur d'être stigmatisée comme quelqu'un qui ne fait pas d'efforts. Et je comprends tout à fait. Alors, je pense qu'il y a un cadre légal minimum, c'est-à-dire que tout ce qui va être, comment dire, des logiciels, par exemple, pour organiser les conférences, partager les documents en ligne. Il y a un minimum que l'entreprise doit forcément fournir. Après, je ne suis pas assez compétente légalement pour vous dire, par exemple, l'ordinateur portable. Si vous en aviez déjà un par le bureau, et c'est de plus en plus le cas, la question ne se posait pas. En effet, pour les gens qui ne travaillent habituellement que en fixe et qui découvrent le télétravail, à voir est-ce qu'il y a possibilité après, mais peut-être approchez-vous des représentants syndicaux ou du délégué du personnel pour voir si vous pouvez vous faire rembourser une partie, notamment par exemple pour tout ce qui va être imprimante, l'encre ou alors la connexion Internet en effet que vous avez utilisée. Donc ça, je ne saurais pas vous dire du coup, voilà.
Donc voilà, merci Stéphane. En tant que chef d'entreprise, c'est parfait d'avoir le regard de quelqu'un de l'autre côté. Donc l'entreprise doit prendre en charge certains coûts, y compris l'électricité. Donc je pense en effet qu'il y a un minimum légal, qu'après de là à fournir un ordinateur portable à tous les salariés, actuellement je ne sais pas, mais peut-être qu'il y aura des choses qui seront pensées en termes plutôt de dédommagement derrière. Donc ça après, ça dépend aussi, je pense, de ce qui était déjà mis en place dans l'entreprise. Quand on télétravaille et que tout est préparé en amont, oui, les entreprises prévoient l'ordinateur portable, tout le monde est équipé. Maintenant, comme ça a été soudain et organisé en un week-end pour certains, je pense qu'il y aura plutôt après à réfléchir comment dédommager et du coup, en effet, voir qu'est-ce qui est prévu pour ceux qui ne travaillaient pas du tout en télétravail à la base. Est-ce que vous auriez d'autres ou du témoignage, hein? Il y a peut-être des gens qui veulent aussi partager eux leur. Ouais, n'hésitez pas encore une fois à lever la main. Donc c'est en bas de participants, en bas de la liste des participants à droite. Hop. Si vous voulez lever la main et prendre la parole. Mais bon, je crois qu'on a déjà évoqué pas mal de... Ah, il y a Stéphane. Ok, je te démute. Vas-y, prends la parole. Oui, bonjour. C'est pour répondre surtout à la question de l'utilisation de matériel informatique. Étant un petit peu dans la formation, il est surtout interdit d'utiliser du matériel personnel pour éviter tout ce qui est problème d'intrusion. Aujourd'hui, on parle beaucoup de phishing, on parle beaucoup de ransomware, etc., etc. Il faut surtout pas installer de logiciels professionnel sur du perso ou du perso sur du professionnel pour éviter tout ça. Là, on met en danger le fonctionnement d'une entreprise. Beaucoup de messages passent à propos de ça dans les grosses entreprises où il est surtout interdit de répondre à quoi que ce soit comme message et à installer quoi que ce soit sur les ordinateurs puisqu'on travaille avec les ordinateurs pro à la maison. Donc là, c'est vraiment un effort à faire de la part des entreprises à fournir le matériel pour faire du télétravail. Et dans les petites structures qui n'auraient pas mis justement en place avant un ordinateur, là par exemple le témoignage, j'ai dû acheter mon ordinateur. Du coup, est-ce que vous savez un petit peu comment il faut qu'ils fournissent un ordinateur. Nous, on a eu des cas dans notre entreprise où ils ont emmené la station, la tour complète. Faut pas utiliser et no stress aussi tout ce qui est connexion. Il faut se connecter avec un VPN et ça, un ordinateur perso, on l'aura pas, on se connectera pas sur le réseau entreprise. Tout ce qui est fichiers partagés sur des réseaux, sur du cloud, même dans les petites entreprises, il y en a de plus en plus. Tout le monde partage sur le cloud. Il faut faire du partage sécurisé avec un ordinateur professionnel. Ça, c'est le mot d'ordre aujourd'hui. Le télétravail, il ne doit pas être fait avec un ordinateur perso. Et comme vous le disiez tout à l'heure, en plus, avec les téléphones portables, à partir du moment où on a un téléphone portable sur lequel on va utiliser la messagerie professionnelle, on va être connecté 24/24. Et à aujourd'hui, quelqu'un qui utilise un téléphone portable perso, il ne le coupe pas le soir. Donc effectivement, il va y avoir du dérangement. Donc tout ce qui est perso, il faut vraiment l'éviter, quoi. Ça va dans votre thématique de My Happy Job que je suis content. C'est surtout se faire des breaks et le soir, le téléphone portable, il doit être coupé. Et si on peut, évidemment, c'est toujours le problème. Et le PC aussi. Je vous parle en toute connaissance de cause. Ça fait plus de 6 mois que je suis en burn-out. Donc, Oui. Non, mais c'est quand on passe par là qu'après on se rend compte en effet les limites à mettre et tôt, c'est-à-dire pas attendre en effet d'être épuisé, d'être là. Et après, ce qui est important aussi, moi je dirais, c'est quand vous ne répondez pas, enfin quand votre par exemple téléphone est coupé le soir, etc. N'hésitez pas à le mettre clairement en bas de votre mail en disant je suis déconnecté de telle heure à telle heure, je reviens demain à telle heure, voilà. Au moins les gens sont au courant. C'est ça qui est, voilà, que la règle soit claire et elle est comme ça. Et vous avez la loi avec vous, avec le droit à la déconnexion qui est aussi valable en télétravail, qui ne s'arrête pas pendant le confinement. Donc, du coup, je dirais vraiment, en effet, de poser ces limites-là. C'est pas forcément facile. À l'inverse, des fois, on se fait peut-être tout un monde en se disant mon Dieu, si je réponds pas aux mails ce week-end et que j'attends lundi, je vais me faire tacler, etc. Alors que, en fait, si on explique les choses, au final, voilà, peut-être que la personne comprendra aussi. Donc, du coup, c'est important de communiquer au maximum sur ça. Oui, en plus, il y a un gros risque d'être en télétravail, c'est que maintenant, on avait déjà une grosse épidémie dans les entreprises, c'est une belle pandémie, c'est la réunionite. Et là, la réunionite est devenue l'épidémie en même temps que le coronavirus. On est constamment en réunion toute la journée en télétravail. Et ça, c'est
Intenable, intenable. Oui, et puis il y a des études là qui sont sorties qui sont très intéressantes qui montrent que ça fatigue beaucoup plus d'être en visio par exemple 1 heure à 1 heure et demie qu'en réunion classique parce que du coup votre attention va être pas pareil, d'écouter les autres et puis il y a tout voilà le brouhaha, les micros, tout ce qu'il peut avoir aussi et du coup ça fatigue énormément. Enfin en termes de fatigue physique et morale à la fin de la journée, c'est important. Donc, en effet, je dirais que à l'inverse, quand on est c'est très bien d'avoir ces temps d'échange de visio. Et d'un autre côté, il ne faut pas en avoir 15 par jour parce que sinon, forcément, à la Et fin en de la fait, journée. c'est un peu la conséquence des méthodes de travail qu'on a depuis quelques années, hein. C'est qu'on obligeait les gens à travailler en transverse et toujours en groupe, avec tout le monde, et toujours se poser des questions, et en mode projet, avoir un chef projet, mener le projet, arriver à des objectifs. Et ça, aujourd'hui, avec le télétravail, tout le monde est un peu perdu. Les gens ne se retrouvent plus, n'ont pas l'habitude d'être éloignés, ils se Ouais. voient tout le temps et créent des réunions tout le temps, tous les jours, pour voir le projet où il en est. Et là, ça y est, tout le monde est perdu. On est sur une méthode de travail qui arrive au bout et qui a ses limites. Et faut trouver une autre façon de travailler, quoi. Tout à fait. Et du coup, oui, merci Corinne. Oui, alors, je partage cet avis sur les réunions. La visio a tendance à rallonger grandement la durée des réunions. Il est impératif de fixer un ordre du jour et de s'y tenir. Tout à fait. Alors, on a fait un article, pour ceux que ça intéresse, sur My Happy Job qui s'appelle 10 astuces pour réussir une réunion à distance. Et du coup, il est listé dedans justement un petit peu 10 conseils pratiques. Fixer un ordre du jour, fixer une durée, qui est invité ou pas, qu'est-ce qu'on y fait, comment, et comment on arrive aussi à ce que ce soit efficace et que ça tienne en 30 minutes et 40 minutes et pas en 1 heure ou 1 heure et demie. Donc, n'hésitez pas à aller voir l'article et vous verrez qu'on retrouve beaucoup de bonnes pratiques de la réunion classique à faire à distance, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses à veiller, notamment quel outil on utilise, comment on s'en sert, comment on essaye que ce soit interactif et dynamique et pas des monologues à la suite. Voilà. Donc, n'hésitez pas voilà, allez Alors, on a 2 levées de main. On a d'abord Stéphane et après Rosette. Donc, vas-y Stéphane, je te démute. J'arrive pas. Pourquoi? Lequel, Stéphane? L'autre Stéphane. Il y en a D'accord. 2, on est beaucoup. Stéphane? Ah oui, ok. D'accord, ça marche, merci. Je vais faire court, j'ai pas mal de points parce que l'intervention de Fabienne est effectivement passionnante, donc merci encore pour Fabienne pour votre temps. Sur cette première partie, effectivement, il y a de conseils et d'astuces, j'en retiens un que j'ai vécu, un petit retour d'expérience. Je pratique la méditation et le yoga tous les matins, tôt, et je vois vraiment la différence entre les matins où je cède à la tentation de me jeter sur le PC et les matins où je garde ma pratique en termes de tension, de nervosité. Donc, effectivement, il est extrêmement important, parmi tous ces bons conseils, en tout cas pour ma part, de bien maintenir ça, parce que c'est une course de fond. Et effectivement, le corps, l'esprit, tout ça, ça a du sens et il faut faire effectivement attention à tout ça. Concernant 3 autres points que vous avez soulevés, Fabienne, la question effectivement du sens parmi les questions qui ont été suggérées. Alors c'est vrai que nous sommes une PME, nous sommes une vingtaine de collaborateurs, donc je pense que pour tout ce que je vais dire, ce n'est pas la même chose dans une PME de 20 personnes que dans un grand groupe de plusieurs milliers de salariés. Mais enfin, je suis quand même un petit peu, alors je vais mesurer mes mots, un peu horrifié quand je vois à travers certains témoignages un peu la pression qui est mise sur les collaborateurs, collaboratrices et ce grand écart intellectuel. Comment est-il possible de concilier en tant que dirigeant ou manager le fait de savoir que la situation est complexe, d'en demander toujours plus, alors que ça rentre pas dedans. Quand on chose du 39, on rentre pas, enfin quand on chose du 42, on rentre pas dans un 39. Donc je suis un peu horrifié, si vous voulez, de voir non pas la nature des témoignages, mais qu'effectivement des boîtes peuvent mettre comme ça une pression induite sur les collaborateurs. Vous savez, c'est toujours le truc un peu non dit. Je trouve ça incroyable. Et ce que j'ai toujours détesté en tant que personne, c'est des gens qui disent mais qui ne font pas. Vous savez, ces grands préceptes qu'on manie, ou souvent dans les entreprises, quand on rentre dans des boîtes, il y a toujours des grands panneaux avec toutes les actes de bienveillance, tout ce qu'il faut faire, notre charte et tout ça, et derrière, ça pressure. Je trouve ça vraiment, je vous avoue que je suis un peu, bon, bref. Et concernant effectivement le sens, là aussi, je pense que c'est quand même de la part du dirigeant d'inscrire ses collaborateurs. Alors encore une fois, c'est certainement peut-être plus simple pour une petite entreprise, mais moi, comment j'ai concilié tout ça, je vais vous dire, quand j'ai vu comment on réagit nos équipes, qu'on a la chance d'avoir maintenu un peu d'activité, notamment sur les places de marché, Amazon, Cdiscount et autres, et quand j'ai vu la première réaction de mes collaborateurs, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on bosse le samedi, dimanche? Et que tout le monde est parti, dit, OK, allez, on y va.
savoir que derrière les collaborateurs, ils bossent peut-être 1 heure de moins ou 2 heures de moins, j'en ai strictement. Ça n'a pas lieu, ça a plus, je trouve, pour ma sens, plus d'importance. Donc je pense que, et puis aussi, c'est aussi aux dirigeants, je trouve, face à ces moments que l'on vit, de donner du sens aux collaborateurs, parce que c'est vrai que il y a une multiplicité de choses que l'on vit. C'est pas la même chose effectivement que si on est salarié ou auto-entrepreneur, mais néanmoins, c'est, je trouve, aussi aux dirigeants d'inscrire ses collaborateurs en les rassurant et en inventant peut-être des projets, en essayant de créer des choses pour justement essayer un petit peu compenser cette chose que l'on vit. Et dernier point, puis après je vous rends la parole, concernant effectivement l'aspect matériel et autres, là aussi, si on est effectivement, Fabienne, tu as raison, on peut pas. Alors c'est sûr que chez Orange, ils peuvent pas distribuer 100 000 PC, mais enfin néanmoins, moi je sais qu'il me semble tout à fait normal de prendre en charge une partie de coûts, parce que là aussi, il faut être en cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, et qu'à un moment, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, et qu'il faut être un peu en adéquation avec tout ça. Voilà. Merci Stéphane. Juste pour réagir 1 minute, ce qui est intéressant, enfin moi en tout cas dans les témoignages qu'on recueille et puis aussi dans mon entourage avec des entreprises très variées, je dirais que le confinement a tendance à exacerber ce qui existait déjà. C'est-à-dire que l'entreprise où il y avait une culture bienveillante, où il y avait cette envie d'autonomie, de confiance qui était déjà là, je dirais que le confinement permet des choses, des nouveaux projets et ça roule. C'est difficile, mais ça va. Là où c'est plus compliqué, c'est où on était dans du management par le contrôle déjà à la base, par du présentiel, par un manque de confiance ou une pression qui était déjà là. Et là, le confinement exacerbe tout ça. C'est-à-dire qu'on a des comportements qui ont été décrits dans certains témoignages. Et je pense en effet que la situation d'avant dans l'entreprise est assez révélatrice après du confinement. Merci beaucoup Fabienne. Alors maintenant, on a Rosette. Rosette, je vais te démuter et on t'entend maintenant. Merci. Alors, Stéphane a un peu globalement dit ce que je souhaitais dire, mais je reviens sur effectivement quelques points, notamment quand Fabienne parle de ces blocs de travail. Ce qui est compliqué, c'est qu'on n'a pas de politique claire et nette. Moi, clairement, je suis une équipe RH et quand on a demandé à ce qu'on mette en place vraiment une plage de travail, on s'est dit 9h, 18h ou autre. À un moment, on a fait non, notre direction a fait non, laissons-le dans le flou, laissons-le ainsi. Mais en même temps, en mettant effectivement à jour les statuts Slack, en se disant là, je suis en pause, là, je suis en déjeuner ou autre. Mais néanmoins, les gens s'attendent à des réponses immédiates. Ils s'attendent comme si on était au bureau. On ne peut pas être off, on ne peut pas être avec les enfants, on ne peut pas… c'est assez compliqué vraiment de pouvoir se faire ces blocs de travail. Et là, je prends, en tout cas d'aujourd'hui, que je viens de faire le planning ce matin pour moi et pour les enfants. Donc, je pense qu'on va oublier le planning. Mais effectivement, de se prévoir des temps et de déculpabiliser surtout. Parce que c'est très dur, donc il y a des mamans solo. Moi, dans mon cas, mon mari a repris le travail. Donc, je suis avec 2 enfants en bas âge à gérer. Et donc, oui, ça part de 6h à 18h tous les jours avec les 2 enfants et le télétravail. Oui, non, ça fait des journées de dingue et après à voir au niveau de votre travail, c'est-à-dire que quand vous dites on est obligé de rester joignable en gros toute la journée, si vous répondez pas tout de suite, etc., c'est… Vous avez un message, est-ce que tu es là, je t'ai envoyé quelque chose, après c'est un peu les habitudes du bureau aussi, donc c'est de la réactivité, mais oui, effectivement, c'est exacerbé. En fait, là, on se rend bien compte que c'est exacerbé en télétravail. Oui, il y a le besoin de contrôler ou de vérifier. C'est ça. C'est ça. Vous êtes là et connecté. Je rebondis par rapport, excusez-moi, après je laisse la parole aux autres, justement pour ce fameux congé. Là, dans le cas, c'est valable pour les mamans solo qui est tout à fait compréhensif, hein, mais comme moi, par exemple, mon mari dans le médico-social, donc il a été réquisitionné. Si votre conjoint ne peut pas télétravailler non plus, vous êtes concerné. C'est-à-dire que si vous êtes la seule, du coup, que votre mari ne peut pas prendre le relais en télétravail actuellement, et vous, il vous est impossible de télétravailler actuellement correctement, du coup, ça rentre dans le dispositif. Mais après, il faut voir
comment dire, comme vous êtes le télétravail vous est possible actuellement, Mhm. pouvoir après, en effet, réussir à montrer que vous n'arrivez pas à télétravailler. D'accord. Je vous remercie. Il y avait Nathalie. Merci beaucoup, Rosette. Ouais, je vais donner la parole à Nathalie maintenant. Hop, t'es démutée, Nathalie, tu peux y aller. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup pour tout ça. C'était très intéressant. Alors, moi, pour un petit témoignage rapide, je cumule la fonction de collaborateur et d'entrepreneur individuel en libéral. Donc, j'allais dire, j'ai tous les problèmes des deux côtés. Je cumule les difficultés et puis j'ai aussi les enfants à la maison. Donc, voilà, alors moi j'ai un mari mais qui est en arrêt maladie, donc techniquement j'ai pas le droit au congé pour garde d'enfants, mais de facto c'est quand même moi qui m'occupe de tout. Donc voilà, effectivement c'est difficile. Je suis en plus dans une entreprise où la culture est pas très bienveillante, même si les apparences pourraient le faire croire. C'est-à-dire qu'en effet, on a une réunion par semaine, mais c'est surtout pour vérifier quelle est votre liste de travail, est-ce que vous avez avancé, est-ce que vous n'avez pas avancé. Voilà, et en effet, je constate, et bon, ça dépend peut-être aussi de chacun, certainement, mais que c'est assez difficile de ne pas culpabiliser. Surtout quand on a l'habitude d'avoir un certain rendement. Là, j'ai beau, alors c'est moi qui vous ai posé la question sur les blocs de travail, parce que bon, je suis avocat, donc comme ça, on comprendra mieux de quoi je parle. Mais effectivement, quand on rédige un contrat, on ne peut pas faire un bloc d'une demi-heure. Oui. Parce qu'une fois qu'on se met à rédiger, c'est parfois 4-5 heures de rédaction où c'est en rédigeant que vient, si vous voulez, c'est un travail un peu comme, je prends toujours l'image du chemin de fer au charbon. C'est-à-dire que vous mettez du temps à démarrer, puis une fois que vous avez démarré, l'écriture arrive, et sur des contrats, on est sur des choses qui sont parfois très longues à rédiger. On ne peut pas faire un bloc d'une demi-heure, ça coupe tout, et c'est pas possible. Et on ne peut pas travailler que la nuit non plus, parce que on a les journées. Et moi, c'est vraiment le point de difficulté, parce qu'effectivement, alors, il y a les réunions et les coups de fil qui émaillent la journée. C'est difficile de dire ne m'appelez que dans tel créneau, parce que les clients, quand ils ont un problème, ils ne comprennent pas qu'il faut qu'ils attendent 3-4 heures. C'est maintenant qu'ils ont le problème, il faut leur répondre. Voilà, c'est une vraie difficulté d'organisation que j'ai. Alors bon, je note, je vais essayer de découper peut-être mes rédactions en parties ou en articles. Enfin voilà, je vais essayer de voir si je peux travailler comme ça. Mais effectivement, pour moi, c'est une vraie difficulté, parce que c'est vraiment un chemin de l'écriture voilà, c'est un entraînement qui fait qu'au bout d'un moment, ça arrive et ça coule. Oui. Et c'est vraiment une difficulté. Pour revenir sur les questions aussi, alors je ne suis pas avocat en droit social, donc voilà, c'est pas ma matière. Néanmoins, le principe, c'est effectivement que l'employeur doit mettre à disposition des salariés les moyens du télétravail. Ceci étant, la période de confinement était imprévisible. Et elle n'a pas permis concrètement à l'employeur de nécessairement se retourner pour pouvoir avoir tous les moyens immédiats. Donc, moi, j'ai connaissance de clients qui n'ont pas fait travailler leurs salariés le temps de leur faire parvenir, parce qu'il n'y avait ni téléphone, ni ordinateur qui permettait de travailler. Donc, le temps de faire venir les moyens chez le salarié, ils ont accepté qu'ils ne travaillent pas pendant ce temps-là, faute de moyens, j'allais dire. Et c'est plus du chômage partiel, mais c'est du chômage technique presque. Il y a d'autres entreprises pour lesquelles effectivement il y a eu quelques entorses au fait que le salarié a très probablement utilisé son ordinateur personnel, ne serait-ce que pour rédiger des choses et puis l'envoyer par mail ensuite. Après, dès l'instant qu'il n'y a pas qu'il y a une certaine étanchéité entre l'environnement de l'entreprise, de l'informatique entreprise, et l'environnement de l'informatique salariée, les risques informatiques de pollution d'un environnement à l'autre sont relativement limités. Si ça se limite à envoyer des mails, voilà. Oui. Voilà, donc il peut y avoir, à mon sens,
je dirais, un peu plus de compréhension et de largesse dans l'organisation liée à cette période qui est totalement inédite et qui était imprévisible pour les employeurs qui parfois ont eu Oui, très peu de temps pour se oui, oui, retourner. oui. Dans un week-end, oui, tout à fait. Voilà, donc on a eu un week-end. Alors, ça se pressentait quand même, mais pas Oui, au point qu'on avait envisagé ou qu'on avait oui, anticipé. oui. Non, non, ça a été assez Voilà. soudain. Et puis là encore, selon si l'entreprise avait déjà l'habitude du télétravail. Voilà, et puis est-ce qu'elle avait les moyens? Bon, nous, par exemple, on est la plupart avec des ordinateurs portables d'ores et déjà, donc le Oui, c'est ça. télétravail C'est n'a différent. pas été. On est tous à travailler le soir et le week-end chez soi, donc enfin, ça n'a Oui, pas oui, changé oui. grand-chose de ce point de Ouais. vue-là, du point de vue Mm, matériel. Par contre, pour nos secrétaires qui étaient en poste fixe, bah, clairement, pour l'instant, ils travaillent à peine, quoi. mm. Oui, On n'a oui, on n'a pas selon le décidé. métier d'activité. Oui, oui, non, non, tout à fait. Ouais, 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 oui, parce qu'on a renvoyé les téléphones pour le secrétariat, mais bon. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir à l'égard des employeurs peut-être un peu aussi de bienveillance en cas de problème sur la façon dont ils ont pu se retourner. J'entendais une personne dire j'ai dû acheter un ordinateur parce que j'avais peur de. Mm. Non, Bah, ça, c'est probablement aller trop loin à mon sens. Si l'ordinateur est utilisé uniquement à des fins professionnelles, à ce moment-là, il est pour moi inenvisageable que l'employeur ne rembourse pas. mm. Ouais, il faudra voir après, en effet, au cas par Ou cas. alors, si la personne veut le conserver finalement à titre personnel, au moins qu'il y ait un dédommagement Oui, substantiel c'est du ça. fait que la dépense, elle a quand même été faite au départ pour les besoins de l'entreprise. Enfin, Mm. là, faudra négocier, faudra voir, mais je pense que voilà, il ne faut pas aller jusque-là. Normalement, ce n'est pas aux salariés de se Oui, munir et puisque de c'était faire les totalement investissements pour bien sûr. l'employeur. Mm, Ouais, mm. ouais, non, tout à fait. Ouais. Merci beaucoup, Nathalie, Et Voilà. pour pour finir, ce témoignage. on l'a pas évoqué, je reviens par rapport aux difficultés que chacun peut rencontrer. N'hésitez pas à voir dans votre entreprise, vous n'êtes pas forcément peut-être au courant de tous les dispositifs qui ont été mis en place ou qui existaient déjà. Il y a parfois beaucoup d'aides de réseaux, d'écoute à distance, de psychologues, de choses qui ont été mises en place. Il y a des entreprises aussi qui ont proposé gratuitement leurs services pendant toute la période du confinement, justement pour aider les salariés, que ce soit moralement, mais psychologiquement aussi, etc. Donc, n'hésitez pas, selon notamment ceux qui sont dans des grands groupes, à utiliser ces aides-là pour aussi voir comment vous pouvez résoudre vos difficultés pendant le confinement et après, puisque du coup, on est aussi amené à continuer à télétravailler après le 11 mai. Alors, on a une dernière question de Catherine. Le Code du travail n'avait pas supprimé la participation de l'employeur aux frais liés au télétravail, justement. Alors, je ne vais pas vous dire de bêtises. Je ne connais pas assez bien la loi pour vous dire ça. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Si quelqu'un a la réponse est spécialisé en RH ou côté RH ou loi, moi, ça ne me dit rien, mais peut-être que je me trompe. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Je regarde. Je crois que c'est bien le cas. Ouais. Après, avoir avec justement le côté inédit de cette situation, s'il y a des choses qui en ressortent aussi dans les mesures prises ou qui vont être prises en termes de ce qu'on disait de dédommagement, est-ce que les syndicats, les sorties de confinement sont aussi négociées par des accords? Du coup, est-ce que les syndicats vont aussi monter au créneau si vous êtes dans des grands groupes ou les représentants du personnel là-dessus? En tout cas, je pense que c'est faut faire remonter vos situations justement aux services concernés parce que vous ne serez sûrement pas isolé dans l'entreprise à avoir eu des frais qui n'étaient pas prévus. Et ben, ça va être bon, Je parfait. parlais. Ouais, merci beaucoup, Fabienne. C'était super enrichissant et je Merci pense que beaucoup, tout le monde Fabienne. a bien profité de Avec cette plaisir. expérience. J'espère que ça vous aura été utile. Puis, Excusez-moi.